On va maintenant accueillir la porte-parole du gouvernement, Madame Sophie Primas, avec Guillaume Daré du service politique de BFM TV et Charles Sapin, journaliste politique au Point, pour vous interroger. Bonsoir Madame la porte-parole. Sur ce qui est le dossier qu'on n'avait pas vu venir là en ce printemps, c'est celui de la bataille des ouvertures du 1er mai. Vous avez entendu la demande des boulangers, qui ont d'ailleurs rencontré la ministre du Travail, leur confédération. Et puis là maintenant, il y a les fleuristes qui disent « mais oui, mais nous aussi on est ouverts, mais on a certains d'entre nous qui prenons des amendes ». Et tout à l'heure, j'avais ce débat justement sur travailler plus, gagner plus d'argent, mieux payer ses salariés. Voilà ce que disait un fleuriste qui était assis quasiment juste à votre place. Faut laisser les gens bosser. Ceux qui veulent bosser. Après, les autres, ils font comme ils veulent. Mais ceux qui veulent travailler, faut les laisser travailler, quoi. Ouais, ça apporte de l'argent. La France, elle est pas en pleine forme, quand même. Ouais. Donc, autant verser de l'argent à ceux qui veulent bosser. Alors, ça tombe bien. Le Premier ministre dit que la France ne travaille pas assez. Ce fleuriste dit « laissez-nous bosser ». Comment vous allez faire en sorte de laisser mieux ou bosser les fleuristes et les commerçants de manière générale alors? Eh bien écoutez, ce sont des propos de bon sens. En effet, lorsque nous disons il n'y a pas assez de Français qui travaillent parce que les plus jeunes et les plus seniors ne sont pas assez au travail, il faut être cohérent et il faut permettre à ce que ceux qui veulent travailler, y compris les jours fériés, puissent le faire, parce que de toute façon, les conditions de rémunération ou de récupération des heures sont assez encadrées. Donc, cohérence, il faut légiférer ou alors faire cette fameuse liste des commerçants indispensables par décret, mais voilà, on fera le nécessaire et je sais que ma collègue Véronique Louwagie est assez... Mais légiférer, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire d'un trait de plume, les 35 heures, c'est du passé, on passe à autre chose? Non, on pourrait dire que ceux qui veulent travailler, y compris les jours fériés, peuvent le faire et ça dépend du salarié et pas de l'inspection du travail, pour laquelle j'ai évidemment le plus grand respect, mais qui est dans l'interprétation de ce qu'est un commerce indispensable le 1er mai. Donc moi, je leur fais confiance, mais on voit bien qu'il y a quand même des amendes, alors que la liberté, elle devrait être bien sûr, de alors fait. Les amendes sont assez rares, mais oui, elles sont ce qu'ils disent rares. eux-mêmes, c'est de la liberté. Il y avait un autre chef d'entreprise tout à l'heure qui citait un exemple en disant depuis que j'ai avancé dans mon entreprise, j'ai jamais eu autant de contrôles URSSAF, autant de charges. Voilà, il faut lever ce carcan. Un garagiste qui ouvrait le samedi a vu débarquer l'URSSAF en disant vous avez déjà ouvert 4 jours, 5 jours, là ça fait trop. Ce sont tous les freins sur lesquels nous voulons travailler. Ça a été l'objectif de la commission d'alerte que nous avons faite mardi. La commission d'alerte est surtout sur le budget, oui, sur les 3 000 budget, milliards. mais elle veut dire aussi qu'il faut que nous recréions, que nous ayons plus de revenus par habitant à la hauteur de l'Allemagne, à la hauteur des Pays-Bas. Et je crois que la liberté est un des sujets qui est au cœur du sujet. Oui, mais pour ça, il faut du courage politique pour la donner, cette liberté. Eh bien, parce que la liberté, c'est quand on enlève les entraves, quand on en enlève les boulets. Donc, est-ce que vous pouvez dire aux Français que dans le cadre des propositions que fera François Bayrou, il y aura moins d'entraves? Alors nous sommes lancés, vous le savez, dans il y aura moins, ça pèsera moins sur le travail, les charges et autres? Alors nous sommes lancés dans premièrement, un grand chantier de simplification. À la fois au niveau législatif, mais aussi au niveau réglementaire et au niveau local, puisque nous lançons des chantiers de simplification partout, sur tous les sujets et dans tous les territoires. Donc ça, c'est le premier objectif, lever les entraves, lever des normes inutiles, lever des doublons, lever des délais, etc. Donc se mettre en format projet partout. Et puis, nous allons travailler effectivement avec les partenaires sociaux, notamment sur les charges sociales que vous indiquez. Ou les cotisations. Ou les cotisations, enfin... Parce que les cotisations pèsent sur le travail. Voilà, tout notre modèle social, vous dites parfaitement, pèse en grande partie sur le travail et sur ceux qui travaillent. Comme il n'y a pas assez de gens qui travaillent en plus, pour pérenniser notre modèle social, qui est un acquis évidemment de notre pays, eh bien, nous devons revoir la façon dont tout cela est financé. Ça demande du courage, vous avez raison, mais ça demande aussi, et c'est la raison pour laquelle nous abordons le budget dès le mois d'avril avec les partenaires sociaux et les corps intermédiaires, ça demande aussi beaucoup de concertation, beaucoup de discussions et beaucoup d'écoute. Les commissions, les Grenelles, les conclaves... Mais on n'est pas dans ça. Non, d'accord, c'est de la discussion, mais c'est aussi de la perte de temps. Non, pas toujours. Pendant que les grands pays agissent, se bagarrent... Oui, là, il est question du budget. Il est question du budget 2026. Les échéances du budget 2026, elles sont les mêmes que pour tous les autres budgets, c'est-à-dire ça sera l'automne. On devra présenter un budget à la fin de l'été, mais nous voulons commencer à préparer. Avant le 14 juillet, bien dit sûr, Monsieur le Premier ministre. Les grandes orientations avant le 14 juillet, le budget Donc il y aura des à la fin de propositions l'été, précises, fermes, qui seront des propositions qui seront partagées avec l'ensemble de ceux avec qui nous allons discuter. Guillaume Daré. 60% des dépenses du budget, sont des dépenses sociales. Ça a été évoqué ces derniers jours.
pour pouvoir justement faire ces 40 milliards, même 50, vous avez évoqué d'économies sur le budget 2026. Est-ce que vous dites, par exemple, qu'il faut, oui, regarder les dépenses sociales et ce que souhaitait faire, par exemple, le précédent gouvernement, le gouvernement Barnier? Est-ce qu'il faut moins rembourser, par exemple, certaines consultations médicales ou certains médicaments? Oui ou non? Alors, je ne vais pas vous répondre oui ou non. Je vais vous répondre que d'abord, c'est 40 milliards qui est notre objectif pour l'année prochaine d'économie. Ça a été redit par Éric Lombard, redit par Amélie de Montchalin. Et vous avez raison que la question de notre modèle social, qui coûte aujourd'hui 60% des dépenses de l'État, notre modèle social unique en France, envié par tous, doit être sauvé. Oui, mais il faut bien que... Non, mais je vous dis ça parce après, que... Ça, il faut donner... les chiffres, les gens ont l'impression que ça a des répercussions très concrètes dans notre vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle, sans parlementer, sans faire de comité Théodule, nous avons lancé ce chantier aujourd'hui pour pouvoir avoir la discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec le corps médical, avec la santé, mais vous avez avec l'assurance santé. Vous avez une position. Mais ma position ne compte pas pour l'instant. Vous êtes porte-parole du gouvernement. Justement, le gouvernement s'est lancé dans une concertation. Est-ce que c'est exclu de toucher, par exemple, un déremboursement des médicaments? Rien n'est exclu, rien n'est tabou. Tout est dans les mains de la discussion aujourd'hui, des échanges avec les groupes politiques, avec le Parlement, avec les partenaires sociaux. Nous travaillons et c'est peut-être la nouveauté. Alors je comprends que ça perturbe un peu tout le monde, que nous ne donnons pas les solutions tout de suite. Le Premier ministre s'est engagé à les donner avant le 14 juillet. Mais à la suite des discussions. Juste sur ces dépenses sociales, il y a quelque chose d'autre qui a été évoqué par l'un de vos collègues aussi. Est-ce qu'on rembourse, oui ou non, les dépenses sociales en fonction des revenus des gens? Est-ce que ça, c'est totalement exclu? Vous considérez que c'est contraire au modèle français? Oui ou non? Alors, cette piste n'a pas été envisagée jusqu'à présent. C'est une préconisation de la Cour des comptes. Oui, absolument. Mais certains gouvernements ne sont pas défavorables. Et pour le coup, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que la santé est universelle, que chacun y cotise en fonction de ses revenus. Et donc, par conséquent, le remboursement doit rester universel. C'est ma position personnelle. Donc, il est exclu qu'on rembourse en fonction des revenus de chacun. Je n'ai pas dit qu'il était exclu, puisque on laisse toutes les pistes ouvertes dans le dialogue. Mais pour ma part, ma position personnelle, c'est celle-ci. Charles Sapin. Madame la porte-parole, oui. Prenez pas grand risque, à mon avis, en exprimant une position personnelle par rapport à ce que pensera le gouvernement là-dessus, vu l'universalité qu'il y a sur... L'universalité à la fois des recettes et des dépenses. Un grand risque pris. Mais on comprend qu'on est très en amont par rapport au futur budget, que vous refusiez de donner des mesures précises, puisqu'elles font encore l'objet de concertation. En revanche, il y a quelque chose que vous pourriez donner, c'est l'horizon. Quand on écoute Amélie de Montchalin, elle donne finalement un horizon qui est triple. À la fois baisser les impôts, à la fois baisser la dette, et puis faire face aux contraintes budgétaires nouvelles, dues notamment aux circonstances internationales, et on pense aux besoins importants de la défense. Il ne faut pas être sorti de grande école pour savoir que ces trois objectifs sont contradictoires et que les poursuivre tous les trois, c'est de n'en réussir aucun. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire s'il y a une hiérarchie, si dans ces trois objectifs, l'un d'entre eux l'emporte sur les autres? Est-ce que la priorité est plutôt sur la baisse des dettes, des déficits, la baisse des impôts? Voilà. La priorité, la baisse de la dette n'est pas une priorité, c'est un objectif absolument obligatoire. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je crois qu'il faut expliquer aux Français qu'on n'est pas là pour annoncer des larmes, du sang et des larmes. On est là tout simplement, moi je vais avoir une petite fille dans 15 jours. Dans 15 jours, ma petite fille qui va naître, elle aura 50 000 € de dette sur la tête. Et c'est un héritage qu'elle ne pourra pas refuser. C'est pas très joyeux comme naissance. Voilà, donc je vais lui mettre un cadeau au pied de son berceau qui sera 50 000 € de dette, comme toutes les naissances. Mais c'est au nom de cette petite fille qui va naître dans 15 jours qu'il faut donner des perspectives à la France, qui sont des perspectives de souveraineté, qui sont des perspectives de pouvoir investir dans sa jeunesse, investir dans sa recherche, investir dans l'intelligence artificielle, dans les technologies. Changer le modèle aussi. Et pérenniser. Changer le modèle français. Changer le modèle français. Non, et pérenniser notre protection sociale et notre modèle social. Ce qui veut dire investir, super, génial. Mais pour ça, il faut de la dépense publique. Et de la dépense publique, on est déjà parmi les pays occidentaux ceux qui dépensent le plus. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec le Premier ministre et sous son autorité, sous son impulsion, lancé un chantier de réforme de l'action publique. Ce chantier de réforme de l'action publique, évidemment, c'est pas un coup de baguette magique. Il faudra un an, plus d'un an pour le réaliser. C'est se reposer la question des missions de l'État, de la façon dont elles sont exécutées, de l'efficience avec laquelle elles sont exécutées. C'est chercher les doublons, chercher les fraudes sur les dépenses sociales, chercher, aller faire méthodiquement le tour de toutes nos dépenses pour les réduire et les rendre plus efficaces pour donner un meilleur service public. Moi, je pense que c'est tout à fait faisable et qu'on peut obtenir ces trois objectifs
que vous mentionniez tout à l'heure, sans augmenter les impôts. C'est un chantier méthodique et considérable, Attendez, mais il faut s'y lancer. sans augmenter les impôts, c'est une chose. Après, il y a 440 niches fiscales en France. Un peu plus même. Un peu plus. Vous allez vous y attaquer, c'est ce qui est dit. Mais supprimer des niches fiscales, ça revient à augmenter des impôts. Alors, ce qui est très intéressant, c'est là aussi de méthodiquement regarder toutes ces niches fiscales. 465 000 niches fiscales, 85 milliards de non-recettes par des niches fiscales. Donc, il ne s'agit pas d'enlever des niches fiscales qui fonctionnent bien et qui servent l'économie française. Ça veut dire, par exemple, les employeurs particuliers qui ont... Par exemple... Vous savez qu'on a besoin... Ça, on n'y touche pas. On a besoin d'une politique familiale, les niches fiscales qui servent à avoir des nounous à la maison pour permettre aux femmes d'aller travailler, pour permettre de créer de l'économie. Évidemment, c'est une bonne niche fiscale. Donc ça, vous nous assurez que vous n'y toucherez pas. Et donc, on n'y touche pas, c'est ce qu'a dit Amélie de Montchalin. Mais vous avez des niches fiscales où il y a assez peu de personnes qui y font face et qui, pourtant, nous coûtent assez cher. Donc, là aussi... Vous en avez en tête ? Non, moi, j'en ai pas en tête. Et puis, Amélie de Montchalin commence cette étude avec les parlementaires. Et très clairement, c'est vraiment ce que nous recherchons, des économies. Par exemple, les frais professionnels pour les retraités. Là, ça, c'est encore autre chose. Mais ça fait partie des niches fiscales, ça revient dans le débat. Je sais que les retraités, c'est un électorat sensible, mais... Rien n'est tabou et dans le discours qui est aujourd'hui entre les partenaires sociaux pour parler de la protection sociale, pour parler des retraites, cela devra être à l'ordre du jour. Charles Sapin ou Guillaume Daré. Sur la question de l'Algérie, on a entendu Bruno Retailleau ce matin chez nos confrères de RTL expliquer qu'il n'excluait pas de monter encore un peu plus fort dans la question de la riposte. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement français est prêt à expulser d'autres diplomates algériens si c'est nécessaire ? Écoutez, l'Algérie, alors que nous retrouvions des relations plus stables et plus fiables, a choisi l'escalade de nouveau. Donc nous sommes prêts à y répondre comme nous l'avons déjà dit. Donc nous avons répondu un pour un sur l'expulsion des agents consulaires, à la fois ceux qui ont été expulsés d'Algérie en France et l'inverse. C'est œil pour œil, dent pour dent ? Donc nous répondons à la provocation algérienne en la regrettant, encore une fois, parce que quand on ne parle pas, c'est difficile de trouver les solutions. Mais puisque l'Algérie a choisi l'escalade, eh bien nous allons continuer, en particulier sur la politique des visas. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. Mais il y a quelque chose qui est assez fascinant. Vous savez ce que disait Einstein, c'est que la définition de la folie, c'est de poser des actes identiques en espérant des conséquences différentes. Et là, on voit que ça fait 7 ou 8 mois que finalement, à chaque humiliation que nous oppose l'Algérie, on tend une main vaine diplomatique jusqu'à la prochaine humiliation. À quel moment ? Donc là, on a entendu, il y a un petit changement, c'est-à-dire que la France veut répliquer, mais on connaît, il y a toute une liste. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait parlé de répliques graduées. À quel moment la France finalement assume un bras de fer et répond à l'Algérie sans attendre d'être touchée elle-même. Nous sommes dans ce bras de fer depuis longtemps. Cette réponse graduée a commencé, notamment sur les visas. Nous allons continuer et le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le président de la République et le Premier ministre sont sur la même ligne. Il va y avoir une réponse graduée, proportionnée effectivement à ce bras de fer. Mais vous savez, je vous entends quand vous dites il ne faut pas de diplomatie, il ne faut pas discuter. Bien sûr qu'il faut discuter. Ouais. À un moment, il faut discuter et à un moment, il faut pouvoir redire nos conditions, qui sont des conditions strictes. Nous voulons la libération de Boualem Sansal dans les plus brefs délais, avant qu'il ne soit trop tard. Et nous obtenons quelques résultats qui sont timides, mais nous obtenons quelques résultats. Et nous voulons le retour des OQTF, les accords de 94. Donc nous sommes dans à la fois la détermination, à la fois la réponse graduée si les conditions se tendent, mais aussi à la fois avec la porte ouverte. Vous dites que vous obtenez des résultats. Quels ont été les résultats du coup de fil entre Emmanuel Macron et le président Tebboune? Quels ont été les résultats concrets du déplacement du ministre des Affaires étrangères en Algérie la semaine dernière, à part finalement cette demande de départ de fonctionnaires français d'Algérie? Eh bien, nous avions obtenu un rendez-vous entre M. Darmanin, garde des Sceaux, et les autorités judiciaires en Algérie pour remettre en place le travail ensemble. Nous avions une conférence entre les préfets et les consuls qui était prévue dans les 15 jours qui viennent pour travailler justement sur cette question des accords de 94 et sur les OQTF. Nous avions des relations sur Boualem Sansal. Sur tous les chantiers, nous
nous avions avancé et nous étions dans un processus positif. Alors voilà, il y a eu cette arrestation de 3 Algériens en France ordonnée par le parquet national antiterroriste. Parmi eux, un agent consulaire algérien, dans le cadre et dans le respect des accords de Vienne. Malheureusement, ça a tendu l'Algérie et donc nous sommes repartis dans un bras de fer. La présidente du Conseil italien est actuellement à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Elle vient d'annoncer qu'à ses yeux, en tout cas, eh bien, les États-Unis et Donald Trump sont un partenaire fiable. Est-ce qu'aux yeux de la France, Donald Trump et les États-Unis sont un partenaire fiable ou pas? Mais je crois que nous devons redire que les États-Unis ne sont pas nos ennemis et que nous commerçons avec les États-Unis de façon très importante. C'est extrêmement important pour nous. Mais je dirais pas même la France ou l'Italie. La question qui nous est posée, c'est la question de l'Europe face aux États-Unis. C'est ça la bonne échelle. Alors, partenaire fiable, quand il change d'avis toutes les 2 minutes, je n'irai peut-être pas jusqu'à ce terme, en réalité. Mais c'est un partenaire avec lequel nous pouvons et nous devons négocier. Et Madame Meloni, c'est une partenaire fiable aussi? Parce que là, elle est en train de dire Madame Meloni dit qu'un accord pourra bien sûr être conclu avec les États-Unis. Mais c'est ce que dit. C'est la carte Italia First. C'est ce que dit. Non, parce que Madame Meloni est tout à fait solidaire de l'Union européenne. Oui, elle est partie pour sa pomme. Hein. Elle est partie pour sa pomme. Sébastien Lecornu est à Washington. Vous avez 2 Américains, Rubio et Wittkopf, qui sont aujourd'hui en France, qui discutent avec le président de la République. Donc il y a des discussions entre les dirigeants européens et les États-Unis. Et naturellement, chacun doit discuter et on doit travailler à cet accord. Est-ce que c'est un modèle, Madame Meloni? Aujourd'hui, on voit qu'elle a réussi à désendetter un petit peu plus fortement son pays, que la note, si je ne dis pas de bêtises, a été rehaussée en Italie. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, Madame Meloni et la politique qu'elle mène doit être un modèle pour la France? Vous voyez, ce qui me frappe, en fait, c'est que lorsqu'on regarde notre état budgétaire suite à la conférence de presse du Premier ministre, quand on regarde l'Espagne et quand on regarde l'Italie, on se dit l'Espagne et l'Italie, un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite, ont pris des décisions extrêmement courageuses et réussissent. Ça devrait nous éclairer. Merci. En même temps, vous gagnez. Non, il n'y a pas de risque, mais c'est intéressant de regarder que des politiques bien positionnées à droite et bien positionnées à gauche ont réussi à prendre des décisions qui sont des décisions courageuses. Merci Madame la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, en direct. On parle